Alors bonjour, merci pour votre présence pour la présentation de notre voyage en Afrique du Sud et au Lesotho. Je vais avoir le plaisir de vous raconter un petit peu l'histoire de ce voyage, l'esprit, l'ambiance, pour vous mettre un petit peu plus en bouche ce qui vous attend. Donc pour ce faire, je vais vous partager tout de suite mon écran parce qu'en image, ça va être bien plus parlant. Donc ce voyage est dans l'histoire de Caravanier relativement nouveau. On l'a créé, rêvé, pensé en 2023. Notre premier voyage, premier départ a été fin 2023 avec des voyageurs, donc avec la bannière voyage pionnier, étant donné qu'on y allait vraiment avec un petit groupe de voyageurs pour en même temps, faire une portion de repérage sur place, parce que c'était une toute première fois. Évidemment, on l'avait travaillé, on connaissait plusieurs de tous nos partenaires, mais c'était la première fois qu'on allait le vivre pour vrai. Euh, Puis fort de cette première expérience, ben, on est reparti en 2024. J'ai eu la chance de guider donc ces deux voyages, le premier avec François-Xavier, puis le deuxième là, qui était en octobre-novembre. Donc, j'ai un énorme coup de cœur pour cette destination. Je prends toujours un énorme plaisir à y retourner. Honnêtement, l'itinéraire, je trouve un des itinéraires, en tout cas, qu'on offre, qui nous ramène vraiment à cette notion d'aventure. Il est super complet, hyper varié, très contrasté et en même temps très complémentaire, là. J'aime bien le présenter sous forme de chapitre parce que effectivement, c'est comme un grand livre qui nous raconte une histoire, ce voyage-là, et chaque chapitre marque vraiment une partie de cette histoire-là de façon très différente les unes des autres, mais comme je disais, en toute complémentarité. Donc, ouais, énorme coup de cœur. Alors, j'ai hâte de pouvoir vous le présenter. Rapidement, j'ai les cartes qui vont suivre. Donc, comme je vous disais, ici, c'est pour vous situer un petit peu. Donc, Afrique du Sud, on va se concentrer vraiment dans la région de Johannesburg. On a fait le choix vraiment de faire un aller-retour sur Johannesburg plutôt que d'arriver au Cap. Les distances sont quand même très grandes, très longues en Afrique du Sud, puis ça prend nécessairement parfois des vols en avion, des vols internes là, pour se rendre d'un point à l'autre. Donc, le Cap, absolument fabuleux, c'est magnifique. Je peux que vous conseiller d'aller faire un tour au Cap. On est dans une ville vraiment avec une histoire, un charme très particulier, mais ça, on se le garde plutôt en extension. Parce que sinon, comme je disais, ça faisait rajouter quand même beaucoup de transport dans notre voyage. Donc, on se concentre, nous, à Johannesburg. On arrive ici, on repart d'ici. Ensuite, on va aller au Lesotho, pays qui est complètement enclavé en Afrique du Sud. Donc, on va au Lesotho pour notre premier trek. Ici, on ne le voit pas, je l'ai sur la petite carte d'après, mais on a une petite incursion du côté de Clarence et dans le parc national du Golden Gate avant de rejoindre notre deuxième portion de trek dans les Drakensberg, en autonomie partielle cette fois. Et en terminant, donc on termine à Johannesburg au retour. Et de là, super facile pour ceux qui souhaitent terminer en safari ou en allant au Cap. Donc vraiment, il y a encore de grandes, grandes possibilités. En Afrique du Sud, on pourrait y rester des semaines et des semaines. Là, c'est une petite carte un peu plus rapprochée juste pour vous montrer vraiment les quatre chapitres finalement de ce voyage. Donc Johannesburg, ensuite Lesotho deuxième, Clarence qui est juste ici avec le parc du Golden Gate et on termine au Drakensberg. Donc voilà. Premier chapitre. Donc, Johannesburg. Johannesburg, ville assez particulière, je dirais, comme ambiance, comme esprit. C'est pas une ville, je veux dire, qui a une histoire aussi ancienne que le Cap, par exemple. Par contre, c'est une ville qui a été créée complètement au moment de la ruée vers l'or. Donc, ville vraiment avec une empreinte très, très industrielle. Euh, mais pourtant qui émerge ces dernières années énormément. Donc, qui a vraiment un peu popé au milieu de nulle part, mais qui revit, en tout cas plusieurs quartiers se mettent à revivre de plus en plus parce qu'il y a une jeunesse, une créativité qui émerge aussi à travers ces quartiers-là. Donc on a choisi vraiment de rester à Maboneng, qui est un quartier plus populaire, à tendance majoritaire, je dirais noire, mais vraiment avec cette volonté-là de créer, je veux dire, il y a une ambiance, il y a une vibe dans ce quartier qui est hallucinante parce que justement, tous ces jeunes qui viennent, il y a des galeries d'art,
des petits cafés super sympathiques, des bons restos, bref, ça vit, ça bouge. Il y a une nightlife qui est assez hallucinante à Maboneng. On est quand même dans le centre de Johannesburg, ce qui fait que ça nous permet aussi d'avoir accès à différents points super importants, comme le musée de l'apartheid, on va y revenir. Puis on sort justement des quartiers blancs aseptisés qui sont une réalité à Johannesburg encore aujourd'hui, très fort, mais qui sont plutôt en périphérie autour du centre-ville. Donc on préfère vraiment aller avoir cette immersion-là euh, au cœur du centre de Johannesburg, puis entre autres avec le quartier de Maboneng. C'est pas très grand, on parle de quelques rues, là, c'est vraiment pas très très grand, mais ça vaut la peine d'avoir cette immersion-là, parce que c'est quand même vraiment le fun d'avoir ce regard-là. Il y a aussi, on est dans l'hémisphère sud, rappelez-vous, donc ce qui fait que les saisons sont complètement inversées. Ça, je vous dis ça parce que justement, les jacaranda, les arbres qu'on voit ici en fleurs, fleurissent au printemps, mais leur printemps s'est inversé à nous, ce qui fait qu'on y va, nous, à deux saisons dans l'année. On y va en avril-mai, qui est finalement leur automne, et en octobre-novembre, qui est leur printemps. Donc, ça va être vraiment en octobre-novembre qu'on va pouvoir assister à la floraison. Le jacaranda, c'est un arbre qui fleurit sur une très courte période, puis très rapidement. Là, on parle de 2, 3 semaines de floraison. Et souvent, donc, c'est ça, ça va être en octobre-novembre. Donc, c'est une très belle période, en tout cas, pour assister à, à ces arbres en fleurs en ville, en tout cas. C'est très beau. On passe les 2 premières nuits à Johannesburg, ce qui fait qu'on va vraiment avoir une journée complète pour s'immerger dans l'histoire. C'est super important de comprendre l'histoire parce qu'elle a marqué profondément le pays encore aujourd'hui. On n'oublie pas que ça fait même pas 30 ans, à peu près 30 ans, que l'apartheid a pris fin. Donc, c'est quand même un événement qui a marqué profondément les gens. Alors, le musée de l'apartheid est vraiment extraordinaire pour ça. On y va, c'est sûr que c'est une claque en début de séjour parce qu'on est confronté à cette réalité-là. Mais je trouve, en tout cas, en tout cas, c'est passionnant. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de références à avoir. Le musée est vraiment bien fait. Il nous permet vraiment de passer à travers l'histoire et d'avoir un regard, en tout cas, et de comprendre la réalité du pays comme je le répète, qui a vraiment marqué encore aujourd'hui les gens qui l'ont vécu. On va également aller faire une petite incursion à Soweto, qui est un des townships finalement les plus populaires d'Afrique du Sud et autour de Johannesburg. Il y en a vraiment beaucoup là. Johannesburg, c'est tentaculaire comme ville, mais Soweto a vraiment aussi marqué l'histoire parce qu'il y a plusieurs événements importants durant l'apartheid qui ont marqué justement, qui ont marqué cette histoire-là, cette époque-là, et qui se sont passés justement à Soweto. Il y a plusieurs prix Nobel aussi qui ont vécu à Soweto, comme Nelson Mandela, Desmond Tutu. Donc il y a vraiment, c'est comme un épicentre où énormément de choses se sont passées. On essaye justement on essaye. On le fait de cette façon. Puis c'est vraiment la volonté aussi à Soweto des gens qui nous font visiter leur quartier. C'est justement pas d'être dans le voyeurisme. On n'est pas là, on y va à pied déjà, on marche, on se balade en ville. C'est sécuritaire parce qu'on est super bien accompagné. On a des guides avec nous qui sont passionnés, qui ont envie de nous proposer justement leur réalité. Oui, évidemment, dans le quartier, c'est confrontant parce qu'on est confronté à la pauvreté, mais Soweto, c'est pas que ça non plus. En tout cas, nos guides qui nous accompagnent veulent aussi nous montrer justement toute l'émergence qu'il peut y avoir dans ce genre de quartier, toutes les nouvelles initiatives qu'il y a, justement tous les jeunes, les constructions des nouvelles écoles, bref, il y a énormément d'initiatives qui se font. Donc, ça nous donne aussi cette perspective-là qu'il y a des choses qui se passent encore beaucoup, beaucoup dans les townships. Et c'est vraiment le fun. On peut justement aussi aller déguster des petits mets locaux, par exemple. Donc, ça reste une visite sympathique. Donc voilà, pour notre premier chapitre à Johannesburg. Donc 2 jours, ensuite de ça, direction Lesotho. On a une belle route qui nous attend. Là, on voit sur la carte donc vraiment ce pays complètement enclavé. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, le Lesotho, superbe découverte. On ne le connaissait pas avant notre premier voyage. C'était vraiment une nouveauté finalement. On avait déjà un peu d'expertise pour notre trek dans les Drakensberg, mais Lesotho a vraiment été une nouveauté. Puis
À chaque fois là, les 2 fois où j'y suis allée, ça a toujours été le même constat, c'est: «Ah OK, c'est le fun le Lesotho». J'aime beaucoup ça, que ce soit par les gens, par, les paysages, la marche qu'on y fait, c'est vraiment quelque chose d'assez waouh. Donc on a longue route. Le passage des douanes, bah oui, on a des douanes à passer, c'est vrai. On a des douanes à passer, donc on garde nos papiers avec nous. C'est très aléatoire. On est en Afrique. L'année passée, je disais que c'était très rapide la douane au Lesotho, mais là, cette année, je vais dire que on ne sait pas. Ça va dépendre de l'humeur du douanier, ce qui fait qu'on se prévoit quand même une journée de route pour arriver. On va se concentrer dans cette portion-là du Lesotho. On est en Malé-Aléa, en fait, on va partir de Malé-Aléa jusqu'à Sémonkong. On parle d'un trek de 4 jours, finalement, 4 jours de marche, de village en village. Donc, on a le volet vraiment culturel qui embarque là-dedans. Le Lesotho, on l'appelle aussi royaume dans le ciel parce que l'altitude, je veux dire, pour cause de son altitude, c'est un des pays finalement dans le monde où l'altitude constante est la plus élevée, je peux dire, l'altitude la plus basse du pays est autour de 1600 à 1700 mètres. Puis l'altitude la plus haute va être autour de 3006. Mais ce qui fait qu'on est tout le temps à une altitude minimum de entre 1500 et 1600 mètres. Euh, pour le Lesotho. Donc, c'est un pays aussi qui est complètement, comme je disais, enclavé à l'Afrique du Sud, qui n'a pas été touché par l'apartheid. Donc, il a vraiment su garder une indépendance, une identité très forte. Il a été sous protectorat anglais jusque dans les années 60, ce qui fait que ça l'a vraiment protégé de la vague africanaire et des Boers quand ils ont colonisé un peu partout en Afrique du Sud, puis quand ensuite ils ont installé l'apartheid. Donc, ce qui donne vraiment au Lesotho une couleur unique complètement. Euh, on y passe, donc comme je disais, en tout et pour tout 4 jours. Ça vient vraiment donner une autre perspective à notre voyage. On arrive à Maléaléa, petit village. On dort là pour cette première nuit dans des petits lodges qu'on voit ici. Ce sont des rondavelles, donc c'est vraiment des huttes assez traditionnelles qu'on voit partout au Lesotho. Donc là, c'est très confortable. Pour y passer notre première nuit, c'est très agréable. C'est un super bel endroit. On y rencontre aussi notre équipe locale. Si on a la chance, puis ça je dis bien si, parce que ça dépend évidemment de la route, de la douane et des conditions météo. Bref, faut pas oublier que c'est un voyage d'aventure, puis que dans un voyage, ben, bref, il peut y avoir beaucoup d'imprévus. Ce qui fait que si on a la chance, ben, le soir à notre arrivée, en fait, en fin d'après-midi, on pourrait assister à une course équestre, qui est juste un moment phare aussi de la culture Basotho. Parce que justement, les Basotho ont une relation très très forte avec les chevaux. C'est vraiment leur moyen de transport de façon historique. Puis ils aiment aussi organiser beaucoup des courses qui leur permettent justement de faire des paris, puis d'avoir quand même un revenu intéressant, en tout cas s'ils gagnent les courses. Donc c'est vraiment un moment culturel fort pour comprendre aussi la culture Basotho. Mais ça, en tout cas, ça reste la petite surprise du voyage si on a la chance de pouvoir y assister. En tout cas, si on a la chance de le faire, c'est vraiment un moment très très fort de notre arrivée. Ça nous permet aussi de comprendre un petit peu, là, on envoyait des personnes avec les fameuses couvertures Basotho qui sont très répandues, très populaires, tout le monde en met. Il y a mille et une façons, je vous en parlerai un petit peu plus tard aussi, mais ce qui donne encore une fois une couleur unique au pays. Ils ont vraiment leur tradition encore très très vivante, ce qui fait que ça reste un pays qui est très peu visité, très très peu touristique. Donc on a encore la sensation d'être immergé dans le temps, comme un retour dans le temps au Lesotho. C'est vraiment très intéressant. Donc là, on part. Pour le Lesotho, on va être accompagné de mules, de guides locaux aussi, et on va avoir des chevaux avec nous qui vont porter notre logistique. Donc, on va marcher pendant 3 jours de village en village. On a vraiment des paysages très variés entre des gorges, des passages de rivières aussi. C'est le seul moment vraiment du voyage où on va passer quelques rivières, on va avoir les pieds dans l'eau. Mais honnêtement, ça se fait très bien. Puis ça peut nous rafraîchir parce qu'il peut aussi faire très très chaud. Comme je le disais, l'altitude moyenne, là, on va être entre 1800 et entre 2006 2700 mètres sur notre trek au Lesotho, ce qui fait que les températures peuvent être chaudes. Elles peuvent être fraîches aussi. Honnêtement, on reste dans des saisons qui sont des saisons un peu de transition, donc c'est pas rare qu'on ait, je veux dire, des variations de température aussi à ces périodes de l'année.
Donc c'est ça. Ça fera partie aussi de l'équipement qu'on va vous demander, c'est d'avoir une belle variété, en tout cas dans vos choses. Donc là, justement, on a une petite idée là, pour la logistique. Ça aide énormément. Là, c'est sûr que d'avoir des chevaux, on est plus autonome aussi. Puis on n'est pas encore c'est pas encore le moment où on va porter plus sur notre dos. Donc c'est juste sac à dos de jour pour la portion Lesotho. Le Lesotho va vraiment être une superbe mise en jambe avant notre trek dans les Drakensberg parce que c'est quand même des bonnes journées de marche. En tout cas, les 3 premières journées de marche, la quatrième étant un petit peu plus light parce qu'on est à Sémonkong. Mais les 3 premières journées de marche, attendez-vous quand même entre 18 et 20 km de marche par jour. Donc, c'est pas rien, ça se fait bien, c'est des longues distances. Les dénivelés sont pas si exagérés, même si quand même, dans une journée cumulée, on pourrait avoir entre 600 800 mètres de dénivelé entre montée et descente, ça fait vraiment que ça, c'est quand même très vallonné. On le voit en arrière, là, justement, sur cette photo, là, on passe des vallées comme ça constamment, ce qui fait que, bah, mine de rien, ça donne des bonnes journées. Mais les paysages sont vraiment waouh. Je trouve qu'on voit ces montagnes là en forme de cloche un peu, où justement le fameux chapeau Basotho qu'on voit partout, ben, c'est l'inspiration de ces montagnes. Pendant ces 3 jours, on va faire 2 nuits. Donc, 2 nuits dans des huttes traditionnelles, exactement celle-ci, par exemple. Ça, c'est notre première nuit. Donc, il faut vraiment avoir un esprit très ouvert. Comme je dis, on est dans un voyage d'aventure. Puis ce voyage-là, particulièrement, je trouve, en Afrique du Sud, il demande quand même un bon esprit d'adaptation à plusieurs moments. Il est hyper bien balancé entre beaux hébergements super confortables, souvent au début, puis à la fin des treks et dans nos périodes de transition. Puis quand je parle de très confortable, là, c'est vraiment, vraiment top, top. Mais pendant les treks, ben, on est dans des conditions beaucoup plus rustiques, beaucoup plus rudimentaires, il faut s'adapter. Là, on parle de 2 nuits au Lesotho où on dort dans des huttes exactement comme celle-ci. Puis ces huttes-là, à l'intérieur, ben, c'est sous forme un peu de... je veux dire, c'est de la terre battue par terre, là. On est à même la terre battue, il n'y a pas de lit. Donc, on fournit les matelas de sol. Vous avez vos sacs de couchage. Oui, ça peut sentir. Oui, il peut y avoir de la poussière. En plus de ça, on dort un peu en dortoir, là, c'est tout le monde ensemble. S'il fait beau, moi je vous invite à dormir à la belle étoile. Puis s'il fait pas trop froid aussi, mais sinon, ben, on a ces huttes là qui nous tiennent au chaud tous ensemble. Mais je veux dire, c'est l'ultime expérience vraiment de vivre ce genre de moment-là en Afrique. On est au milieu de nulle part au Lesotho, là, c'est vraiment des villages qui sont paumés, là. On est au milieu des montagnes. Et on a le chef du village qui nous ouvre les portes de ces huttes-là. Donc je trouve ça, moi je trouve que ça fait vraiment partie de l'expérience qu'on veut faire vivre aux gens. Euh, mais il faut avoir un esprit assez ouvert, puis même à aimer ce genre d'aventure-là. Mais comme je répète encore, on parle de 2 nuits à sortir de sa zone de confort. Après ça, on retrouve le confort de nos petites auberges, puis de nos hôtels très confort. Donc encore une fois, ça c'est l'autre portion, l'autre hutte par exemple, l'autre campement finalement où on dort pendant le trek. Donc une sorte de petite maison, on s'attend pas non plus à du gros luxe à l'intérieur, c'est une grande pièce ouverte, mais moi je trouve que ça a son charme énormément. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée aussi un petit peu de l'environnement autour. C'est très vallonné, c'est beaucoup plus vert aussi que ce que j'imaginais. Donc vraiment, il y a une couleur, il y a une lumière au Lesotho, les levées de soleil, les couchers de soleil sont extraordinaires. Et justement, le fait de marcher puis de passer de village en village, il y a quelque chose de vraiment où on est en contact avec la population locale constamment. En fait, il y a énormément d'enfants. Le fait qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de tourisme au Lesotho, ben, ça amène beaucoup de curiosité. Donc les enfants nous suivent pendant parfois des longs kilomètres. Dans les villages où on dort aussi, ça amène des beaux moments de partage. Et exemple, le genre de petit village qu'on traverse aussi la journée quand on marche. Donc vraiment, je trouve ça très représentatif de ce qu'on trouve au Lesotho. Très complémentaire parce qu'après ça, dans les Drakensberg, là pour le coup, on est en montagne, on croise personne, on est complètement isolé. Alors que le Lesotho vient vraiment ajouter ce volet culturel que moi je trouve super important aussi d'avoir en voyage. Puis c'est ce qui fait aussi mon grand, grand coup de cœur de ce pays-là. Voilà, j'avais quelques photos de nos groupes précédents. Donc voilà, on arrive à la fin, on termine notre voyage finalement à Semonkong, donc bah, notre voyage au Lesotho, je veux dire. Donc on a commencé à Maléaléa, on marche 3 jours et on arrive à Semonkong, qui est un village un petit peu plus important. Là, on voit Masuto Mamasuto, qui est encore une fois une des personnes coup de cœur qu'on peut rencontrer au Lesotho, qui va venir justement
Quand on sera à Semonkong, on va aller dans sa maison, puis elle va nous expliquer un petit peu toute l'histoire à travers les fameuses couvertures qu'on verra très souvent portées par autant l'équipe que par les bergers qu'on va croiser sur le chemin, ou simplement les personnes, bref, ils peuvent l'utiliser de mille et une façons, autant les hommes, les femmes. C'est vraiment un objet symbolique dans la ville, dans la vie d'un Basotho. Donc, elle va nous expliquer un petit peu toute cette histoire-là. On comprend un petit peu mieux aussi toute l'histoire à travers ce royaume-là. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a un roi au Lesotho. Donc, il y a vraiment un volet historique aussi très, très intéressant. Donc là, on voit au loin Semonkong qui se dévoile. Donc, on est dans un village, comme je disais, un petit peu plus important. Et ici, on va y passer 2 nuits dans un lodge super confort, des belles grosses rondavelles, mais là, promis, on n'est pas à même le sol. C'est vraiment très, très sympathique. Et à côté de Semonkong, ben, on a cette chute qui est vraiment extraordinaire, qui est la Malé Sunyani Falls, qui fait 204 mètres à peu près de hauteur, qu'on peut aller rejoindre en randonnée. On a plusieurs options de randonnée autour du lodge, ce qui fait que cette journée-là va être une journée un petit peu libre, optionnelle pour ceux qui veulent. Donc on peut continuer de faire de la rando autour du lodge, aller rejoindre cette chute-là. Pour les plus aventuriers, bah, c'est possible de la descendre en rappel, qui fait partie des Guinness, du livre des records. Parce que c'est une des plus, finalement, une des plus hautes descentes en rappel qu'on puisse faire, en tout cas en Afrique australe. Elle est spectaculaire. Honnêtement, si vous cherchez un peu d'adrénaline, là, c'est super sécuritaire. Honnêtement, on l'a fait les 2 années. Mes voyageurs l'ont fait les 2 années. Et ceux qui l'ont fait ont vraiment, vraiment, vraiment gardé un souvenir mémorable de cette expérience-là. Donc, super sécuritaire. L'équipe locale est super encadrante. Il y a une petite pratique avant de le faire sur les parois dans le lodge. Donc, très intéressant aussi. Et vraiment un moment fort en émotion. Donc, en tout cas, si vous cherchez un peu d'adrénaline, c'est là que ça se passe avec cette descente à rappel-là. Évidemment, c'est optionnel. Pour les autres, on peut juste aller soit en haut, soit en bas des chutes à pied. Et c'est ce qui conclut notre séjour au Lesotho. Car après ça, direction donc, notre troisième chapitre, direction Clarence et le parc national du Golden Gate. Donc là, on va y passer, on sort, bah, on retourne, on repasse les douanes, direction Clarence. Donc, vous vous rappelez sur la carte, là, c'était pas si loin, mais quand même, on parle de peut-être 3-4 heures de route là, de transition. On repasse à travers vraiment des paysages, là, c'est beaucoup plus rural. Donc, on change complètement encore d'environnement puis d'ambiance. Clarence, on va y passer 2 nuits. C'est un ancien bastion afrikaner. Donc, encore une fois, on va avoir un autre regard sur justement ce genre de petit village qu'on peut retrouver. Puis cette autre réalité aussi qu'on a en Afrique du Sud. C'est une ambiance très décontractée. Je- on aime bien dire que c'est un peu le Val David d'Afrique du Sud. Tu sais. C'est ambiance un peu grano. Ville d'artistes, il y a beaucoup de petites galeries d'art, des beaux cafés, des super bons restaurants. Là, on voit par exemple une petite auberge, vraiment un énorme coup de cœur aussi. Donc ouais, Clarence, on y reste 2 nuits, on va pouvoir faire le plein d'énergie, se ressourcer. Il y a des excellentes tables en Afrique du Sud. Et c'est pour ça que je vous parlais de complémentarité, c'est que on a le volet quand on est en trek plus rudimentaire, plus rustique. On vit vraiment une aventure quand on part en trek. Mais toutes les portions autour du trek sont faites pour que là, on découvre vraiment aussi le volet gastronomique, le volet épicurien qu'on retrouve en Afrique du Sud, que je trouve vraiment intéressant. Il y a des excellents vins. Comme je le disais, on mange très bien aussi, ce qui fait que on se recharge, on refait le plein à chaque fois avant de repartir. Et de Clarence, on a accès assez facilement en une vingtaine de minutes au parc du Golden Gate, qui nous offre aussi une géologie complètement différente du reste, de tout ce qu'on va voir en fait dans ce voyage-là. Donc là, on va y passer une journée. Alors, ouais, c'est ça. Là, je regarde ici un petit peu les photos. Donc, on est plus dans des montagnes de grès. Donc, comme je disais, vraiment différent. On a vraiment des paysages vraiment plus minéraux encore. Et on a plein d'options de randonnée. Donc, encore une fois, au choix pour ceux qui veulent rester à Clarence, puis faire un peu de magasinage ou juste vous détendre, profiter d'aller prendre un petit apéro ou un petit café en terrasse, ben, c'est possible. Et pour ceux qui le souhaitent, ben, on peut aller encore continuer d'explorer les alentours. Donc après ce petit chapitre-là, direction les Drakensberg pour notre quatrième chapitre.
Donc là, avant de commencer vraiment notre trek en autonomie complète, on va aller rejoindre le parc national du Royal Natal, qui est aussi complètement différent du reste. On est dans une ambiance hyper verdoyante, des belles montagnes aussi qu'on voit comme ça, une végétation qui est quand même assez luxuriante. On peut voir la fameuse fleur qui est l'emblème national du pays, la protéa. Donc, on va débuter finalement, ça débute les Drakensberg à ce moment-là. Donc, on commence une première journée pour aller rejoindre Sentinel Peak. Donc, de là, ça c'est notre journée encore une fois dans le Royal Natal. En fait, on va partir d'un lodge qui est le Caverne pour ensuite rejoindre notre lodge à Whitseas. Qui ensuite, du Whitseas, là on va reprendre pour aller rejoindre les Drakensberg en complète autonomie avec notre équipe locale. Mais cette journée-là, c'est une journée encore une fois où on va porter juste notre sac à dos. On va marcher sur des crêtes, c'est vraiment aérien. Là, on rentre dans un environnement complètement plus dégagé avec des vues vraiment 360 là, sur tous les alentours. Finalement, on a le pied entre deux États, entre le KwaZulu-Natal et le Free State. Donc, on est vraiment entre les frontières de ces deux États-là. Et on a le Lesotho aussi qui est juste à côté. Donc, on navigue vraiment dans cet environnement-là tout au long de la journée avant de rejoindre ce lodge qui est franchement spectaculaire, qui nous donne vraiment une vue incroyable sur Cathedral Peak. Et ce qui nous attend finalement dans les Drakensberg, parce que dans les Drakensberg, on va vraiment être sur des plateaux d'altitude et on va vraiment naviguer là-dedans. Donc là, on voit du lodge, c'est un lodge de montagne, mais très confortable avec, comme je disais, une vue assez époustouflante sur les environs. Et, et de là, on va vraiment préparer nos affaires parce que là, on embarque dans notre trek en autonomie partielle, on rencontre notre équipe locale et c'est parti. Donc, pour la portion Drakensberg, comme je disais, là on va partir 6 jours en autonomie complète, ce qui va nous prendre un équipement, je veux dire, un peu plus. Une attention particulière sur l'équipement, c'est ça que je veux dire. Avant ça, on était avec sac à dos de jour seulement pour la journée, le reste était porté par les mules au Lesotho. Pour les Drakensberg, on va avoir une petite équipe de porteurs avec nous, mais ce qui fait qu'ils ne vont pas porter toute la logistique, ils vont surtout porter la logistique commune. Pour le reste, les voyageurs, nous, on va devoir voyager notre équipement personnel pour nos 6 jours d'autonomie. Donc, dans notre sac à dos, on parle d'un sac de 50-55 litres qui devrait peser entre à peu près entre 10 et 13 kilos. Ben, on va avoir notre sac de couchage et puis nos affaires de personnel finalement pour être autonome pendant 6 jours. On n'a pas de nourriture, quoi que ce soit à porter. Là, c'est vraiment l'équipe locale. Mais pour nous, ça va être tout notre stock perso. Donc on part direction pour aller rejoindre d'abord le Tugela, qui est une finalement des chutes les plus hautes qu'on retrouve en Afrique, qui fait à peu près 900 mètres de hauteur, mais sur 5-6 étages. Donc elle est très impressionnante. Puis on va vraiment aller rejoindre finalement la naissance, la source de cette chute-là. Et on va aussi rejoindre Amphithéâtre, qui est une des photos emblématiques qu'on retrouve beaucoup justement dans les Drakensberg. Bon, c'est le genre de randonnée qu'on peut faire à la journée, que certaines personnes pourraient faire à la journée. Nous, on va débuter notre trek ici, puis ensuite on va partir. Donc on est dans la portion nord des Drakensberg, puis on va aller se diriger vers le centre, disons, centre-sud. Avant d'arriver sur nos plateaux justement d'altitude, parce que quand on parle de plateau d'altitude, ça veut dire qu'on arrive dans les Drakensberg, on va aller rejoindre un plateau à 3000 mètres. Puis on va vraiment être constamment à peu près à 3000 mètres tout au long de notre trek. On va varier un peu, mais il n'y a pas tant de dénivelé que ça, mais on va rester approximativement autour de 3000 mètres. Mais pour atteindre ces plateaux-là, eh ben, on a la fameuse portion d'échelle à passer. Qui sont ici. Donc, il n'y a pas de secret, c'est à ça qu'il faut s'attendre. On parle d'à peu près 70 mètres, 80 mètres de montée avec des échelles comme ça. Donc, pour les personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec les hauteurs, qui ont le vertige, souvent, c'est un peu le moment critique, le moment où il faut vraiment se minder. Après, honnêtement, dans les 2 dernières éditions, j'ai eu à chaque fois des personnes qui n'étaient pas à l'aise, qui avaient vraiment le vertige, qui l'ont fait en prenant le temps. L'équipe locale est là aussi pour porter les sacs à dos si jamais il y a besoin de soutien pour justement se rassurer. On a un petit système de cordes puis d'attache si nécessaire aussi, si ça peut vous sécuriser.
Bref, il y a vraiment plusieurs options là pour les personnes qui seraient un peu moins à l'aise. Mais on parle vraiment de cette portion d'échelle-là, qui est la plus longue, on le voit sur la photo. Après, il y a une toute petite portion d'échelle. Donc, en tout et pour tout, on parle d'une à peu près 70 mètres de montée à la verticale. En photo, honnêtement, c'est toujours plus impressionnant qu'en vrai. Donc là, ça paraît très, très vertical, mais en réalité, ça se fait bien plus facilement que ce qu'on peut imaginer. Donc, il ne faut pas que ça soit... c'est la seule portion du voyage qui est raide de même. Une fois que vous avez atteint puis passé les échelles, vous êtes tranquille. Donc c'est ça. Ça ne devrait pas vous empêcher à faire le trek. Notre équipe locale, donc comme je disais, là, on va rencontrer Dee, on va rencontrer Jeffrey, puis à peu près, en général, ils sont entre 12 et une quinzaine de porteurs avec nous. Alors, c'est vraiment le fun. Ils sont super sympathiques. Volontaires, évidemment, c'est un soutien essentiel, sinon ça serait très compliqué de faire ce voyage dans ces conditions-là, parce qu'ils vont vraiment nous aider avec, évidemment, toute la logistique. On a une équipe de cuisine aussi avec nous qui s'occupe de tous les repas. Donc, donc voilà, très belle équipe, majoritairement d'origine aussi zoulou. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'en Afrique du Sud, il y a à peu près 11 langues officielles, tout autant d'ethnies, voire plus. Ce qui fait qu'on a vraiment une palette de couleurs, de langues différentes dans ce voyage, parce que quand on était au Lesotho, ben, c'était les Basotho, et qui parlent le Soto du Sud, donc changement de langue. On avait l'Afrikaner aussi qu'on va retrouver à Clarence. Et avec notre équipe locale, ben, ils sont majoritairement Zoulou ou d'origine Xhosa, deux langues aussi différentes, mais qui peuvent se comprendre aussi. Donc, super intéressant là, c'est clair. Si vous aimez les langues, si vous aimez apprendre, justement, c'est vraiment génial pour ça. En tout cas, ça crée des bons moments. Et l'équipe adore en général toujours partager quelques mots du quotidien, etc. Rapidement, donc, les Drakensberg, donc quand on est en haut, là, c'est vraiment spectaculaire. C'est sûr qu'on est en montagne, puis les Drakensberg, là, c'est réputé pour avoir une météo relativement capricieuse, peu importe le moment de l'année. Donc, on pourrait très bien, dans une journée, avoir 4 saisons, possiblement. On pourrait avoir de la grêle, on pourrait avoir de la pluie, du soleil, du vent, du froid, du chaud, bref. Il faut vraiment être prêt à toute éventualité. Quand il fait beau, évidemment, c'est magnifique. On en prend plein les yeux, plein la vue tout au long de nos 6 jours parce qu'on est vraiment en haut, ce qui fait qu'on a une vue tout constante sur les alentours. Parfois, on est un peu plus dans les terres aussi. Ce qui fait que certaines journées, on est un peu plus dans les terres, hop, puis d'un coup, on va arriver, on va marcher sur des sentiers un peu plus aériens, bord de falaise. Comme par exemple, là, on voit en arrière, il y a des bonnes descentes aussi à prévoir, mais ça, c'est surtout les 2 derniers jours du trek. Mais les jours précédents, là, on a vraiment affaire à ce genre d'environnement là. Donc, ouais, tout à fait. Donc, comme je disais, sac à dos un peu plus lourd, mais pour le reste, c'est l'équipe locale. Donc, avoir quand même une bonne condition. Le type de terrain, oui, c'est ça, cette photo-là. Type de terrain. On n'est pas sur des sentiers dans les Drakensberg qui sont nécessairement toujours tracés. On parle vraiment de sentiers un peu backcountry. Donc, on est hors sentier finalement. Les Sotho, on était toujours sur des sentiers tracés, c'est des sentiers empruntés aussi par les chevaux, donc ce qui fait que il y a certaines portions parfois qui étaient hors sentier, mais majoritairement sur des beaux sentiers. Dans les Drakensberg, je dirais que c'est majoritairement hors sentier. Parfois, il y a des petits sentiers qui peuvent être tracés parce que c'est utilisé par des bergers qui transhument entre le Lesotho justement puis les montagnes des Drakensberg, parce que c'est vraiment une frontière naturelle entre les deux. Mais sinon, on a ce type de sentier-là. Donc, avoir quand même l'habitude de randonner hors sentier, avoir un bon équipement et le mental qui va avec. Le genre de rencontre qu'on peut avoir justement dans les montagnes des Drakensberg, comme je le disais plutôt, on ne croise pas nécessairement de village dans ce voyage, dans ce trek-là. Donc on ne voit pas nécessairement beaucoup de monde, on croise personne en fait. Donc quand on croise des bergers justement qui passent entre les frontières comme ça du Lesotho, puis nous-mêmes, on a souvent le pied au Lesotho encore quand on est dans les Drakensberg, parce que vraiment la frontière, c'est complètement entremêlé là dans les montagnes. Et donc on peut croiser aussi des bergers qui viennent avec leurs moutons, leurs chevaux, etc. Le campement.
C'est ça. Donc le campement, on est en tente constamment dans les Drakensberg. On a une grande tente messe qu'on voit en arrière pour tout ce qui est repas commun, temps commun, etc. Les campements sont très variables. On est vraiment, je veux dire, on va où on veut, quand on veut. On peut très bien ajuster l'itinéraire, évidemment, en fonction aussi des imprévus, s'il y a des conditions météo difficiles. Bref, on est capable de s'ajuster aussi beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que la vie sur les campements est quand même assez participative. Souvent, l'équipe locale va arriver avant, puis les tentes vont être montées quand on va arriver. Si c'est pas le cas, un coup de main est toujours nécessaire et demandé et apprécié. Et même chose le lendemain, mais souvent c'est l'équipe locale qui vont démonter les tentes, etc. On peut leur filer un coup de main, au moins déjà nous pour tout ce qui est commun. Mais sinon, même chose, souvent on arrive, on monte les chaises, les tables, bref, il y a toujours quelque chose à faire sur le campement à notre arrivée, mais l'équipe locale est quand même d'un grand soutien. Donc c'est pas mal ça. On fournit les matelas de sol. En fait, on fournit. Pour le Lesotho, vous pourriez aussi apporter vos propres matelas de sol, évidemment. Mais sinon, au niveau des températures, que ce soit au printemps ou à l'automne, il peut faire froid quand même dans les Drakensberg. La journée, ça peut être très variable. Encore une fois, les 2 années où on y est allé, ça a été vraiment très différent d'une année à l'autre. On a eu chaud la première année, plus froid la deuxième année. Mais disons que la journée, il va faire peut-être entre 15 et 25, dépendamment de où on se trouve. Puis la nuit, il peut faire facilement entre 5 et -5. Voilà, on est dans une fourchette à peu près de température. Donc, c'est pas rare qu'il fasse quand même assez froid aussitôt que le soleil se couche. À ces périodes de l'année aussi, c'est pas rare qu'il y ait des cellules orageuses parce que, comme je disais, c'est vraiment des périodes de transition. Donc, cellules orageuses, ça peut vraiment arriver souvent, à chaque année, en tout cas les 2 fois. On en a eu, on se fait frapper par une tempête, ça brasse un peu. Les tentes, il y a quelques petites mesures de sécurité à avoir, mais on passe à travers, on a le bon équipement pour ça. Mais c'est sûr qu'il faut se préparer, en fait. C'est vraiment un voyage où le niveau est relativement soutenu quand même. On parle de 2 treks, surtout le trek dans les Drakensberg, on porte un petit peu plus sur nos épaules, on est hors sentier, etc. Mais le volet préparation mentale est aussi super important parce que forcément, si la météo est pas bonne, ben, on a l'impression que tout paraît plus difficile. Donc, mais ça reste que c'est un voyage de montagne et d'aventure. Donc, il faut être prêt, il faut être préparé à ce genre de possibilités. Puis vous verrez qu'une fois qu'on y est prêt, ben, en général, on est capable de s'adapter puis de passer à travers pas mal tout. Nos voyages d'automne, donc comme je disais, c'est au printemps, ce qui fait qu'on peut avoir vraiment des belles fleurs en fleurs, là, des petites fleurs sauvages qui parsèment un peu le sol, qui tapissent un peu le sol, là, c'est super joli. Donc, je dirais que ça, c'est surtout le genre de paysage qu'on a à l'automne. Donc, le genre de vue assez vertigineuse et spectaculaire qu'on peut avoir aussi. Voyage participatif, le guide, le ou la guide en tout cas, en général s'occupe des repas le midi, des petits lunchs. L'aide des amis du groupe sont toujours super appréciés. On fait ça chaque jour là, chaque jour un petit effort commun, toujours 2, 3 volontaires là pour préparer les dîners. Donc, encore une fois, on est dans un trek en autonomie partielle. Donc, on porte toute notre logistique. L'équipe locale porte toute la logistique aussi pour 7 jours. Ce qui en fait aussi un voyage forcément un peu plus dans la simplicité. Donc, on ne s'attend pas nécessairement à des festins à chaque repas. On y va, ça reste toujours bon, réconfortant, etc., évidemment. Mais on y va, c'est plus sous forme de petits sandwichs, des salades, en tout cas pour le midi, pour les repas. Et le soir, on est dans des repas chauds, plus consistants, évidemment, avec les soupes, etc. Donc voilà pour les Drakensberg. On a vraiment une géologie très intéressante dans les Drakensberg avec des grandes failles comme ça qui coupent le paysage. C'est vraiment très particulier, puis encore une fois très différent de tout ce qu'on aura vu précédemment. On a des sortes de colonnes comme ça, basaltiques, noires aussi, qui sont très caractéristiques des Drakensberg. Et plus on continue dans l'itinéraire, plus on va descendre. Forcément, on a monté, on était à 3000 mètres, puis on redescend quand même beaucoup les 2 dernières journées.
Attendez-vous quand même à des bonnes descentes. On parle vraiment quand même de bonnes descentes, à peu près 1000 mètres négatifs ces journées-là. Sur un terrain, encore une fois, qui peut être parfois très rocailleux, très rocheux. On peut parfois céder un petit peu des mains. Donc, il faut être habile, il faut être à l'aise, il faut arriver à se mouvoir, puis il faut être en forme, en fait, pour ce voyage, tout simplement. Puis, comme je disais avec la météo, quand on a une météo comme ça où on voit pas grand-chose, bon, le moral peut embarquer là-dedans aussi, mais en général, il y a toujours une petite éclaircie quelque part qui nous permet au moins de nous récompenser à un moment donné. Exemple de belles descentes qu'on peut avoir, toujours tout aussi aérien, tout aussi époustouflant. On change, plus on descend, plus on change d'environnement. On retrouve encore un petit peu, justement, c'est plus verdoyant, un petit peu plus de collines. Et là, quand on est un petit peu, on est en bas là finalement, c'est le dernier campement. On voit justement, on voit les Drakensberg en arrière-plan, puis là où on était les jours précédents. Donc ça nous permet de refaire notre itinéraire. Donc voilà, photo des groupes précédents au pied des Drakensberg. Puis de notre équipe locale, parce qu'elle est vraiment, vraiment le fun. Vraiment, on s'amuse beaucoup. On voit... Ah, est-ce qu'elle est là, dit? Non, on la voit pas, mais vraiment une guide extraordinaire qui est très forte, qui a énormément de connaissances, qui connaît le Drakensberg comme sa poche. Puis c'est toujours un plaisir. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que ça vous donne une bonne idée, un bon aperçu. Après ça, on a tout ce qui est extension. Euh, un voyage en Afrique du Sud sans faire de safari, bon, ça serait peut-être pas 100% complet. Donc, je peux que vous conseiller de faire un safari en Afrique du Sud. On a plusieurs options de safari, que ce soit des safaris à pied, il y en a des safaris autonomes, il y en a en lodge, il y en a en campement. Donc, dépendamment de ce que finalement de l'intention que vous voulez y mettre et du niveau aussi que vous souhaitez avoir de votre safari, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Cape Town aussi, je peux que vous conseiller d'aller faire un tour à Cape Town parce que c'est vraiment magnifique. C'est une ville qui se marche vraiment facilement. Euh, Encore une fois, il y a vraiment des super bonnes tables, il y a des beaux musées à voir, il y a Table Mountain, des belles randonnées à faire aussi, la région des vins et des vignobles, bref, on pourrait encore y rester un autre 4-5 jours facilement. Donc voilà, pour ce voyage, cet itinéraire, ça vous donne une bonne idée de l'esprit et je vais juste arrêter le partage tout de suite. N'hésitez pas à nous appeler s'il y a des questions, évidemment, ça me fera plaisir de vous répondre et merci pour votre écoute.